Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Allez, c'est le moment de votre revue de presse des Tintins et on commence évidemment. Bonjour les Tintins. Bonjour Clémence. C'est minimum quand on est poli. Alors t'avais oublié que c'était allumé, la caméra était allumée. Oui, il commençait à jouer du pipeau comme ça. Ça sera coupé au montage. Oui, bien sûr. Alors on commence avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau pays de France. Alors les meilleures nouvelles de la semaine. Alors il aurait pu être moi mon champion de la semaine. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Bon, en même temps il pourrait être à peu près le champion chaque semaine, mais voilà, le président LFI là il est parti au Sénégal en plein pendant les élections européennes, donc on n'a pas très bien compris pourquoi à ce moment-là. Voilà, quand on est à 8%, on va chercher dans les fonds de tiroir. Alors il a été accueilli comme un roi, Jean-Luc Mélenchon. Alors comme un roi républicain quand même évidemment, mais il a oublié quelque chose, c'est que tout le monde n'est pas aussi progressiste que lui. Je vous propose d'écouter la séquence. Je suis, si vous voulez le savoir, hétérosexuel. Mais j'ai pensé que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous ceux qui voulaient en bénéficier. Et c'est pourquoi je vous dis, les yeux dans les yeux, que j'assume la position politique que j'ai voulue. Et je ne chercherai pas à vous l'imposer. Mais il est inutile de parer cette divergence d'une divergence qui viendrait entre les nations. Car chez nous, c'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés à cette disposition légale. Tant et si bien que je l'assume, et je vous dis que je sais que dans mon pays, elle fut controversée. Et nous l'avons réglée comment ? Comment l'avons-nous réglée ? En votant. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors, votre décision... Mais j'entends, peut-être que non. Mais votre décision, mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi aussi. Voilà, c'est génial, hein. Il parle évidemment du mariage les dit pour tous, les afro-réactionnaires qui sont racistes aussi, voilà, parce que voilà, tant qu'à faire. Donc Jean-Luc Mélenchon, il découvre qu'il a des électeurs, ou en tout cas des admirateurs homophobes et polygames aussi, ça c'était dans la suite, hein, évidemment, de quoi le vacciner d'un prochain voyage électoral à l'étranger, même si on peut penser qu'il n'y a pas qu'à l'étranger qu'il a ce type d'électeur, Jean-Luc Mélenchon. On continue avec une information à l'international. Vous le savez, le président iranien est décédé tragiquement ce week-end dans un accident d'hélicoptère. Alors forcément, les rumeurs d'assassinat n'ont pas tardé à se répandre, et ce jusque sur le plateau d'I24, qui ne manque jamais une occasion de faire avancer la vérité. On écoute ça tout de suite. Un groupe du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Eli Kouptar. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien entendu, tout cela fait partie de ces rumeurs qui circulent. Voilà, les rumeurs qui circulent. Je sais pas vous Clémence, mais hélicoptère, ça fait quand même vachement penser à une version du bled d'hélicoptère. Voilà. Vous l'aurez deviné, nos confrères se sont lamentablement vautrés les pieds dans un bon vieux canular à l'ancienne. Alors petit conseil pour eux à l'avenir, si jamais vous entendez parler d'un certain Moshe méchant ou d'un certain Isaac accepte pas l'échec, ne sautez pas tout de suite sur l'info. Alors moi je vais vous parler d'un sujet dont vous avez peut-être été victime, Clémence. Il s'agit de discrimination capillaire. Ah oui, ça me parle. Vous avez été victime de ça, oui, tous les jours? Bah oui, un peu, oui. Alors est-ce que vous avez essayé de mettre une perruque d'avocat britannique? Ah non, j'ai pas pensé encore à ça. Non, jamais. Eh ben, vous avez raison, figurez-vous, parce que c'est raciste. Et oui, la perruque en question est accusée depuis plusieurs années de ne pas être commode pour les coupes dites afro, ou les coupes comme Clémence. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle pour vous, mais alors vous êtes alors victime de discrimination capillaire. Mais figurez-vous que la tête du système judiciaire anglais a pris ça très au sérieux, car sous la pression qu'on imagine évidemment terrible, ils ont décidé de changer le code vestimentaire traditionnel. Donc vous allez pouvoir, Clémence, devenir une avocate britannique de renom désormais. Je suis ravie. Non mais oui, mais c'est vrai que quand je mets des chapeaux et tout ça, il tient pas forcément parce que mes cheveux, il faut remonter le chapeau. Oui. Voilà, donc les chapeaux aussi sont une discrimination capillaire.
les chapeaux, mais la prochaine fois, ce sera les chapeaux. On va faire du lobbying. On y arrive. Moi, j'aimerais, Clémence, tordre un cliché sur la Macronie. J'aimerais tordre le cou à ce cliché. C'est cette sempiternelle image, vous savez, de Startup Nation, de parti de ceux qui bossent et qui veulent écraser le modèle social à la française. Eh bien, sachez, chère Clémence et cher Corentin, que Renaissance est aussi le parti des gens qui ont des difficultés à s'insérer dans la vie active, qui sont un peu, vous voyez, démunis face au marché du travail. Enfin, les crevards, quoi, en fait. Je vous propose donc d'écouter le témoignage absolument poignant d'un militant macroniste qui est en grande situation de détresse. C'est à peine s'il lui reste la peau sur les os, regardez. Quel est ton métier actuel? Là, je suis au chômage pendant la période de la campagne électorale. Donc, au chômage, je touche à peu près 2500. Voilà, 2500 € par mois, voilà, chers auditeurs. Chômage, si jamais vous constatez à la fin de ce mois un léger écart entre votre salaire brut et votre revenu net, sachez qu'une partie de ce que vous avez cotisé est allée dans la poche de cet arriviste en bras de chemise qui n'a jamais vraiment travaillé de sa vie et qui fait campagne contre vos propres intérêts à vos frais. C'est un peu comme si votre mari vous trompe et qui vous demande de payer le resto qu'il se fait avec sa maîtresse. Je ne sais pas si vous imaginez, Clémence, mais c'est très imagé, oui. Alors moi, je voulais rester dans les perruques avec Donald Trump. Donald Trump qui a porté de lourdes accusations envers son rival Joe Biden, on le connaît. Il explique qu'il se serait drogué avant son discours sur l'état de l'Union. Alors, il est certain, si certains ont vu ça comme une humiliation, moi je vois ça plutôt comme un compliment, parce que Trump, il voit Biden se planter et il se dit, c'est pas possible, on peut pas être aussi médiocre. Il est drogué, forcément il est drogué. Et non, Donald, tu donnes beaucoup trop, moi je trouve qu'il donne beaucoup trop de crédit à Joe Biden. Il n'est pas drogué, il est juste sénile, voilà, c'est tout, voilà tout. Et ça je trouve que c'est assez beau de la part de Donald Trump, parce qu'il aurait pu dire, voilà, il est sénile, faut arrêter. Non, il est drogué, il est bien drogué. Et donc, voilà, au niveau diagnostic, Donald Trump, on a fait aussi un sur Emmanuel Macron qu'il a qualifié là pour le coup. Lui aussi, il est drogué ou pas? Alors justement, il a qualifié de mauviette, de piètre négociateur. Alors est-ce qu'il est incompétent? Est-ce qu'il est drogué? Voilà, Donald Trump n'a pas donné son diagnostic, même si on peut être les deux à la fois. C'est vrai, on peut être mauvais et drogué. On finit avec le joli lapsus de la semaine et cette fois c'est l'inévitable Anne Hidalgo qui nous l'offre en direct d'une fête organisée à Paris pour lutter contre l'homophobie. Alors, il y avait un truc sur Donald Trump qui a été cassé, mais voilà, désolé Malo, c'est notre faute Malo. T'es mauvais, mais t'es... Nous sommes dans une société où les messages de haine se diffusent souvent à travers les réseaux sociaux et que c'est à nous de porter en permanence ces messages. Ce que nous faisons, par exemple, avec une fête comme ce soir, en promouvant aussi des personnes qui se battent pour leurs droits partout dans le monde, parce que nous avions aujourd'hui à l'Hôtel de Ville beaucoup de leaders, d'activistes qui sont poursuivis dans leur pays, et puis aussi avec la police municipale, parce que la police municipale de Paris est aussi formée pour lutter contre les LGBT. Donc il faut se battre pacifiquement, ce que nous faisons. Voilà, à Paris, on forme la police municipale à lutter contre les LGBT. Oui. Alors évidemment, c'est un lapsus. Je vois Clémence qui me dit dommage de la tête, mais bon, c'est comme ça. En revanche, ce lapsus s'accompagne pour la maire de Paris d'une décision complètement débile, à savoir que les bars pro-LGBT de Paris vont désormais être identifiés par un autocollant. C'est très pratique, si on est quelqu'un qui veut désormais agresser les homosexuels, on a pu se taper le porte-à-porte pénible. On a les adresses directement sur Internet, donc même quand elle veut bien faire, qu'elle a les meilleures intentions du monde, Anne Hidalgo finit par engendrer des catastrophes. Oui, alors merci en tout cas à vous deux pour ces brèves. On passe désormais au champion de la semaine, votre moment préféré de la semaine, chers amis. Vous le savez, chers auditeurs, chaque jeudi, Corentin, Valentin défendent chacun leur champion et c'est à vous de voter. Alors la semaine dernière, c'est Valérie Hayé qui s'était imposée assez largement contre le roi Charles III et son portrait démoniaque. Donc c'était bien Valentin qui avait gagné en fait. Évidemment. Aujourd'hui, en revanche, c'est un duel très serré qui s'annonce. Ursula von der Leyen va affronter le chef d'État israélien Benjamin Netanyahou. On commence avec vous, Corentin. Alors avec moi, des pincettes, je vais défendre Ursula von der Leyen. Vous savez, elle a les yeux bleus. Ursula, elle va en prison. Ursula, voilà, petite interlude musicale. Alors, est-ce que c'est pour bientôt? Vous mettez en danger pour pas grand-chose. Pour Ursula, je suis prêt à beaucoup. Alors, la présidente non élue, vous savez, de l'Union européenne, est-ce qu'elle finira ou pas son mandat derrière les barreaux? Alors, dans une démocratie, vous le savez, elle serait je connais déjà... une radio très bien qui a posé cette question. Ah, c'est vrai. Voilà, c'était cette semaine. On invite évidemment nos auditeurs à consulter cette radio. Alors, dans une démocratie, elle serait déjà en prison, mais vous savez, le régime dans lequel on vit, c'est plus compliqué que ça. Mais donc Frédéric Baldan
a déposé une plainte contre elle pour prise illégale d'intérêts et corruption, usurpation de fonctions et de titres et destruction de documents publics. Et tout ça, 3 semaines avant de renouveler son mandat à la tête de la commission. Ce qui est dommage, on va revenir vite fait, elle est accusée d'avoir négocié par SMS avec le PDG de Pfizer, donc un contrat pour 1,8 milliard de doses de vaccins contre le Covid. Voilà, ça va plus vite avec des SMS. Le problème avec les démocraties, c'est que c'est trop long. Ça prend du temps. Il faut envoyer des SMS, il y a un retour, et puis il faut donner au peuple une question, il y a un référendum, il faut organiser des élections, et puis le peuple peut se tromper, c'est ça le pire. C'est-à-dire que le peuple ne peut ne pas avoir compris la question et mal voter. Donc Ursula, elle ne s'embarrasse pas avec la démocratie, elle ne s'embarrasse pas d'ailleurs avec le peuple, parce qu'elle n'a pas été élue par le peuple. Voilà, donc elle traite directement avec les gens qui l'ont mise là. Donc, prise illégale d'intérêts et corruption. Moi, je dirais que c'est plutôt un petit arrangement entre amis. Usurpation de fonctions et de titres. On est tous des amis dans le business, c'est normal d'aller business to business. Et destruction de documents publics, alors elle aurait effacer des SMS dans son portable. Voilà, on a tous fait ça. C'est-à-dire, vous savez, vous voulez faire une photo, puis vous vous rendez compte que vous n'avez plus de stockage, donc forcément... vous n'êtes pas beau sur la photo. Voilà, exactement. Vous effacez aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que vous voulez prendre une photo, il n'y a plus de stockage sur votre portable, vous effacez quelques SMS qui sont en trop. Voilà, donc, la boulette, elle a enlevé des SMS avec le PDG de Pfizer. Ça arrive. Mais alors, est-ce qu'elle doit-elle craindre quoi que ce soit, excusez-moi, Ursula von der Leyen? Pas vraiment, figurez-vous, parce que notre championne est bien protégée. Donc je vous invite évidemment à voter pour elle, parce que peut-être que si la vidéo fait un buzz, peut-être que ça remontera évidemment aux autorités, et grâce à vous, chers auditeurs, on pourra peut-être l'inculper. Donc votez Ursula von der Leyen. Vous voyez, j'ai un argument évidemment politique. J'en ai un meilleur. Merci beaucoup Corentin pour ce portrait au vitriol de notre présidente européenne. On passe à vous Valentin, à votre champion, donc il s'agit de Benyamin Netanyahou. Et oui, alors Clémence, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne pars pas avec un a priori négatif sur le personnage de Benyamin Netanyahou. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il est considéré par l'intelligentsia française comme étant d'extrême droite. Et nous, pestiférés du PAF, savons bien que quand un intellectuel parisien traite quelqu'un de facho, il y a une chance sur deux pour que le mec soit en fait vachement sympa. Oui, c'est vrai. Ensuite, il a quand même un super surnom, Bibi. Ouais. Le chat de ma copine s'appelle Bibi. Donc vous voyez, on est quand même loin du criminel de guerre. Bibi le facho, ça tient pas debout. En tout cas, pourquoi c'est notre champion Bibi? Parce que ça chauffe pour lui aussi en ce moment, pour le dire vulgairement, il a dérapé. Je vous parle pas du dérapage de tonton, fin de repas. Oui, les actrices de MeToo, elles nous emmerdent, faut voir comment elles s'habillent au festival. Non, là je vous parle d'un dérapage à 30 000 morts à Gaza, dont la moitié de civils et dont même quelques otages israéliens. Ce qui a conduit dimanche dernier, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé au juge qu'il soit visé par un mandat d'arrêt international et jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bon, coup de bol, Israël n'est pas membre de la CPI, donc ça va plus vite. Oui. Et puis, je vous rassure tout de suite, cela n'a pas de quoi démonter notre champion. Pour lui, cette demande, c'est tout simplement un nouvel antisémitisme. Boum, Joker, on ferme la boutique et la semaine prochaine. Donc on répète, la justice internationale, les ONG sur place à Gaza, les journalistes, le pape, vous-même Clémence qui me regardez bêtement, tout ça c'est de la racaille antisémite. Il reste encore une interrogation tout de même, ce sont ces citoyens israéliens qui manifestent pour sa démission par dizaines de milliers depuis plusieurs mois. Alors est-ce qu'eux aussi font partie du lot? Existe-t-il des juifs antisémites, les fameux nazis sans prépuce? On n'a pas le droit de le dire ça, pardon. D'ailleurs, en parlant de nazis, début de phrase inquiétant, mais je vais vous rassurer tout de suite, Bibi en tient une belle sur la question. Figurez-vous qu'en 2015, il a déclaré, je cite ces mots, Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs à l'époque, il voulait seulement les expulser, mais c'est le grand moufti de Jérusalem qui l'aurait persuadé de les tuer car il ne voulait pas les voir arriver en Palestine. Voilà, avec une telle déclaration, si c'est pas le champion de la semaine, c'est que vous êtes tous des antisémites. Voilà, vous savez, merci en tout cas pour ces deux champions. Chers auditeurs, à vos votes, on vous donnera le résultat la semaine prochaine. En attendant, c'est l'heure des perles olympiques. Moi, en tout cas, ces votes-là, il y a match à suivre en tout cas. Oui. J-64 pour les perles olympiques, avec donc plus que 2 mois avant cet Olympe du couac que nous préparent nos gouvernants. Et pour jurer un peu avec le ton habituel de cette chronique, je vais tâcher d'amener, chère Clémence, un peu de bonnes nouvelles. Si, vous allez être convaincus, vous allez voir. Alors, première bonne nouvelle, c'est qu'Anne Hidalgo va bientôt plonger dans la Seine. C'est officiel, c'est pour le 23 juin prochain. C'est pas mal ça. Et elle plongera normalement qu'une fois, Anne Hidalgo, pour des raisons de sécurité évidentes, puisque vous connaissez le proverbe, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Deuxième bonne nouvelle, Emmanuel Macron devrait être de la partie, et c'est quand même beau cette image de la Macronie du PS qui plonge comme ça, main dans la main, et qui ont une chance sur deux de ne pas remonter à la surface. J'arrête avec les remarques négatives, parce que Anne, elle en a marre de tous ces rageux qui dénigrent son beau projet olympique, et elle l'a dit au conseil municipal, écoutez. Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol.
à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. Voilà, vous l'entendez, un des mots forts, ras le bol, ras la casquette. Ras la casquette. Beaucoup de rats quand même, je sais pas pourquoi. En tout cas, rendez-vous le 23 juin pour le plongeon et surtout, n'oubliez pas la tenue d'apiculteur. Alors moi, vous le savez, je l'ai dit la semaine dernière, la flamme avait été portée à Marseille par le rappeur Jul. Et je rappelle les conditions pour porter la flamme quand même, c'est une conduite exemplaire et un symbolisme local. Voilà, ça c'est important. Alors Jul à Marseille, conduite exemplaire, bon, pas évident. Symbolisme local, oui, parce qu'il vient de Marseille. Il y avait la transgenre, donc Mini Majesté, bon, conduite exemplaire, on ne sait pas ce qui se passe voilà, dans sa vie privée. Mais voilà, symbolisme local, un transgenre qui portait la flamme olympique à Paris, voilà la ville où plus rien ne va. Bon, voilà, il y a quand même un lien. Et j'ai un peu du mal avec la conduite exemplaire et le symbolisme local d'un porteur de la flamme à Pau, car ils ont choisi tout simplement, voilà, ce qu'ils appellent poétiquement un sans-papier. Voilà, vous savez, sans-papier, un exilé aussi maintenant. On a la vidéo, je crois d'ailleurs. Voilà, on a la vidéo, on va la voir. Il y a un Ali qui va prendre son relais. Il revient de loin parce qu'il a connu une situation très très difficile pour un adolescent. Il a traversé la Méditerranée en bateau. Il fait partie de ces migrants qui est arrivé à Pau en mars 2021. Voilà, donc conduite exemplaire, c'est un délinquant, donc voilà. Et puis symbolisme local, par définition, ce n'est pas un local, donc joker là-dessus. Voilà, on vous trouvera un autre profil de porteur atypique la semaine prochaine. Allez Clémence, on finit cette revue de presse par une vraie bonne nouvelle. Figurez-vous que j'ai trouvé une épreuve où la France pourrait briller aux Jeux Olympiques. Elle n'est pas encore inscrite aux Jeux, mais les négociations sont en cours. Pour la découvrir, on fonce dans le Gers, dans le petit village de Saramon, regardez. Le concours annuel du plus gros mangeur de magret de canard avait lieu le 21 mai à Saramon dans le Gers. Le concept est simple, 5 minutes pour engloutir un maximum de viande. C'est Bernard qui détient le record absolu. Il reste invaincu depuis 2004 avec 1 kg avalé en 4 minutes 54 très précisément. Alors j'ai mis plusieurs années pour le faire. D'ailleurs j'ai dit cette fois-là, si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, tu n'as pas besoin que tu reviennes. 20 ans après, le concours est presque devenu une habitude. Il faut gérer pour le découper, gérer pour le mastiquer, des morceaux pas trop gros mais assez, et puis voilà. Non, j'ai mangé normalement à midi, en cas d'avoir un creux ou une faiblesse. Et voilà, je viens jouer le match. Et après, on voit à la fin si je le gagne ou si je le perds. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Ouais, pour pas me tromper, le maximum. Son plus gros concurrent, c'est lui, Pierre, le tenant du titre. Alors oui, un petit peu de pression. Maintenant que j'ai le titre, je compte le garder. Alors j'essaie de battre mon record de l'année dernière, qui est 728 grammes. Là, je vais aller boire une bière avec des amis avant le concours. Vous êtes entraîné un peu ou pas ? Non, pas du tout. J'ai pas mangé à midi, juste. Mais... Alors on souligne l'exigence de l'entraînement. J'ai pas mangé à midi, j'ai bu une bière avec les copains. En tout cas, par-delà la gaudriole, c'est peut-être juste